Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. On l'a traitée de fou pour l'avoir adoptée, mais elle était un génie caché. Dans les rues élégantes mais glaciales de Saint-Pétersbourg, les réverbères projetaient une lumière pâle sur les façades baroques, dorées par le givre du matin. Le vent d'hiver glissait entre les colonnes de granit, sifflant dans les allées désertes du quartier de Petrogradka comme une plainte ancienne. À travers les vitres épaisses d'une demeure domotique située au bord de la Neva, l'intelligence artificielle domestique réglait la température ambiante à 22 degrés exacts. Ici vivait Alexeï Mikhailovitch Voronin, un nom redouté, respecté, parfois même jalousé dans les sphères les plus élevées de l'industrie technologique russe. À 52 ans, il avait bâti un empire fondé sur la fusion entre la robotique de pointe et l'apprentissage profond. Son entreprise, Voronin System, fournissait des modules d'intelligence artificielle à l'armée, aux universités, aux banques et même aux hôpitaux de Sibérie. Mais derrière les innovations de rupture, les conférences internationales et les distinctions officielles, Alexeï n'était qu'une forteresse en ruine, un homme vidé de sa lumière. Depuis la mort de sa femme Elena et de leur petit garçon Misha, emporté par une avalanche alors qu'il séjournait dans un chalet à Sotchi, quelque chose en lui s'était brisé. Il avait survécu. Pas vraiment vécu. Sa maison, bien qu'ultramoderne, résonnait du silence obsédant de l'absence. Chaque pièce lui rappelait la voix douce d'Elena, les éclats de rire de Misha, les projets inachevés. Il avait désactivé la fonction vocale de tous ses assistants numériques, ne supportant plus le timbre artificiel qui mimait trop bien la voix humaine. Le monde extérieur, il ne s'y risquait que pour affaire, avec froideur et distance. Il refusait toute interview, toute invitation mondaine. On disait de lui qu'il était devenu misanthrope, voire paranoïaque. En réalité, il était devenu inerte. Un automate de chair et d'os. Ce fut Irina Voronina, sa sœur cadette, qui insista pour qu'il sorte de son isolement. Psychologue pour enfants dans une clinique de Leningrad, elle savait que la guérison ne viendrait ni des algorithmes ni des trophées. Elle le poussa à venir avec elle à l'orphelinat Nina Alexevna, un vieux bâtiment soviétique réaménagé, perdu dans les franges industrielles de la ville. L'institution, vétuste mais chaleureuse, manquait de moyens. Elle comptait sur les dons pour subsister. Fais-le pour eux si tu ne peux plus le faire pour toi, Alexeï. Faites un geste. Un seul. Le 17 novembre, par un après-midi crépusculaire, il franchit les grilles de l'orphelinat, accompagné de son manteau noir de cachemire et de son éternelle expression figée. Il ne s'attendait à rien. Peut-être à l'énième confrontation avec la misère. Peut-être même à se sentir encore plus vide. Mais ce qu'il vit allait déraciner sa vision du monde. Dans une salle éclairée par une lumière jaune fatiguée, des enfants jouaient, criaient, se disputaient. Des visages marqués par l'abandon, l'errance, la peur. Pourtant, dans un recoin presque invisible, il aperçut une silhouette figée. Une petite fille aux cheveux sombres emmêlés, recroquevillée près d'un radiateur rouillé, les genoux contre la poitrine, un cahier posé à même le sol. Elle ne jouait pas. Elle ne pleurait pas. Elle écrivait. Ou plutôt, elle dessinait des symboles, des équations, des lignes de code entrecoupées de chiffres et de croquis de circuits. Zlata Dimitrievna Kozlova. 8 ans. Muette à son arrivée. Trouvée dans un immeuble délabré à Vladikavkaz. Aucun dossier médical. Aucun parent déclaré. La directrice chuchota son nom à l'oreille d'Alexeï. Mais il n'écoutait déjà plus. Il s'était penché doucement, fasciné par ce que ses yeux déchiffraient. Un embryon de compression quantique d'informations, un domaine sur lequel il avait lui-même planché pendant 5 ans sans résultat probant. L'enfant n'avait manifestement aucun accès à un ordinateur. Ce qu'elle écrivait venait de son esprit seul. Une intuition brutale. Presque surnaturel. Quand il lui adressa la parole, elle ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Pourtant, il sentit une vibration. Comme si cet enfant était un miroir étrange de sa propre douleur. Un esprit enfermé derrière des murs que seule la logique pouvait encore transpercer. La décision fut immédiate, viscérale. Alexeï entama les démarches pour l'adopter dans les jours suivants. Il ne consulta personne, pas même Irina. Il n'avait pas d'explication claire à donner. Juste une intuition brutale. Cette fille devait faire partie de sa vie. Non pas parce qu'elle était un prodige, mais parce qu'elle était seule comme lui.
Les réactions furent immédiates et violentes. Les médias se déchaînèrent. Le vieux Voronin perd la tête. Il adopte une sauvageonne des rues. Il cherche une nouvelle marionnette à modeler à son image. Folie d'un millionnaire veuf. Un geste désespéré. Mais Alexei n'écoutait personne. Il avait lu ce que personne n'avait vu. Ce que même Zlata ignorait peut-être, une intelligence brute, vierge de formatage, mais bouleversante de cohérence. Il ne savait pas encore qu'il venait de sauver non seulement une enfant, mais aussi son propre avenir. Les premières semaines furent un désert de gestes vains et de silence tendu. Zlata ne parlait presque pas. Elle fuyait les regards comme on évite les flammes. Chaque tentative de contact d'Alexei se heurtait à un mur de méfiance, une peur ancienne logée au fond de ses pupilles. Elle refusait les caresses, se crispait au moindre bruit de pas, dormait recroquevillée sous ses draps, les yeux grands ouverts jusqu'au sommeil forcé. Les rares fois où elle s'endormait profondément, elle se réveillait en sursaut, haletante, comme si la nuit avait des crocs. Mais il y avait les chiffres. Et les machines. Et les puzzles. Ce territoire-là, elle l'habitait sans peur. Là, ses doigts cessaient de trembler. Là, ses yeux retrouvaient une intensité fiévreuse, presque incandescente. Alexei comprit vite que si elle ne pouvait pas encore lui faire confiance, elle avait en revanche besoin d'un terrain d'expression. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux, construire. Dans un ancien entrepôt au fond de sa propriété, il créa pour elle un laboratoire sur mesure, un sanctuaire silencieux où aucune voix n'exigeait, où aucune main ne frappait. Le laboratoire de Zlata était un monde à part, un havre d'ordre et de complexité. Elle y avait accès à des logiciels d'intelligence artificielle de pointe, à des modules robotiques imprimables en 3D, à des composants électroniques en vrac, et surtout, à du papier. Des kilos de papier vierge. Des carnets, des rouleaux, des feuilles pliées en accordéon. Elle griffonnait sans relâche, remplissant des pages entières de diagrammes, de matrices, de modèles statistiques qu'elle créait sans aide, sans modèle. Petit à petit, elle s'épanouit. À 10 ans, elle conçut un langage de programmation visuelle spécialement destiné aux enfants autistes, permettant d'enseigner la logique sans jamais passer par les mots. À 12 ans, elle fut invitée à un symposium international sur les réseaux de neurones bio-inspirés à Moscou, où elle monta sur scène, tremblante mais digne, pour exposer une théorie révolutionnaire qui reliait plasticité cérébrale et apprentissage non supervisé. Les scientifiques présents restèrent médusés devant la clarté de son raisonnement, mais aussi devant la fragilité de sa voix, comme si chaque mot arraché au silence pesait une tonne. À 14 ans, elle participa à une simulation stratégique militaire entre plusieurs intelligences artificielles. La sienne, qu'elle appelait Nadia, anticipa les mouvements ennemis avec une précision effarante. Elle battit le programme de l'armée russe en moins de 72 heures. Les journaux, qui quelques années plus tôt la traitaient de « sauvageonne des rues », retournèrent leurs plumes. On l'appelait désormais l'enfant prodige de Russie, la fille machine, le cerveau de Saint-Pétersbourg. On parlait de dons, de génie pur, de réincarnation numérique d'un Turing ou d'une Ada Lovelace. Mais Lata, elle, ne voulait rien de tout cela. Lorsqu'un journaliste lui demanda un jour ce qu'elle voulait devenir, elle répondit simplement « Je ne veux pas être un miracle. Je veux aider ceux qui vivent dans le silence que j'ai connu. » À 16 ans, un doute ancien refit surface, une question qu'elle n'osait poser à voix haute. Pourquoi pouvait-elle visualiser des algorithmes comme d'autres entendent une mélodie? Pourquoi ses rêves étaient-ils remplis de codes, de schémas, de suites logiques infinies? Ce n'était pas une obsession. C'était une empreinte. Une pulsation sous sa peau. Elle se mit à fouiller. Elle lança un projet de recherche génétique, officiellement pour une initiative philanthropique sur les origines de la cognition. En réalité, elle comparait ses propres séquences à des bases de données confidentielles. Ce qu'elle découvrit fut un séisme. Ses parents biologiques, dont elle n'avait jamais vu les visages, étaient tous deux morts dans une explosion suspecte, survenue dans un centre de recherche abandonné à l'extérieur de Vladikavkaz. Le rapport d'enquête avait été étouffé. Mais elle remonta la trace. L'endroit appartenait autrefois à une entreprise concurrente directe de Voronin Systems, Neurotech Industries. Un programme y avait été lancé au début des années 2000, Cognitio in utero, un projet interdit visant à stimuler génétiquement le développement neural des fœtus par des altérations expérimentales. Elle n'était pas seulement un génie. Elle avait été conçue pour l'être. Brisée, elle confronta Alexei dans son bureau. Il la vit entrer, les poings crispés,
les yeux chargés d'une douleur lourde. « Tu le savais ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Non. Je te le jure. Alors je suis un projet, pas une personne. Un silence épais tomba entre eux. Alexei leva les yeux vers elle, désemparé. Il avait tout construit pour elle, mais il n'avait pas vu venir ça. Non. Zlata. Tu n'es pas un projet. Tu es mon choix. Tu es ma fille parce que je t'ai choisie, pas parce que tu as été programmée. Et pour la première fois, elle pleura. Pas en silence, pas en se cachant. Elle pleura dans ses bras, comme une enfant qui retrouve enfin un père. Pas un créateur. Un père. À 18 ans, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle prenne la tête de l'Empire Voronin System, Lata surprit une fois de plus. Elle refusa l'offre. Non pas par défi, mais par conviction. Je ne veux pas hériter du pouvoir, disait-elle. Je veux le redistribuer. Elle déclina les conseils des banquiers, des actionnaires, des politiciens. Elle n'avait que faire des sièges en cuir ou des gratte-ciel à son nom. À la place, elle fonda l'Institut Koslova, du nom qu'elle avait choisi de porter, non pas pour effacer celui de Voronin, mais pour affirmer sa propre naissance, libre et consciente. L'Institut Koslova était plus qu'une école. C'était un refuge, un laboratoire d'avenir. Une fondation dédiée aux enfants surdoués issus de milieux défavorisés, traumatisés, oubliés par le système. On y accueillait des enfants dont le monde ignorait la langue, l'intensité, la douleur. Là-bas, pas de concours, pas de notes, pas de classement. Chaque enfant y était traité comme une énigme unique, une lumière singulière à déchiffrer avec patience. Zlata y consacra toute son énergie. Elle voyagea de bidonville en centre de recherche, de villages reculés d'Afrique aux hôpitaux psychiatriques de Bucarest, toujours discrète, refusant les interviews, les projecteurs, les cérémonies. Elle ne parlait presque jamais aux foules, mais quand elle le faisait, son silence précédent donnait à chaque mot une force rare. Elle développa des prothèses neuronales souples capables d'amplifier les connexions cognitives chez les enfants autistes, leur permettant de mieux interpréter les émotions, les sons, les expressions du monde. Elle conçut des logiciels d'apprentissage intuitif, capables de s'adapter au rythme émotionnel de l'élève, utilisés aujourd'hui dans plus de 30 pays en voie de développement. À 21 ans, elle contribua à la création d'une IA éthique, non pas gouvernée par des protocoles rigides, mais connectée à un réseau de conscience humaine volontaire. Cette IA, appelée mnémosine, n'agissait qu'en consultation avec une pluralité d'esprits empathiques, refusant toute forme de décision isolée. C'était une révolution. Pour la première fois, la machine devenait miroir de la conscience collective et non instrument du pouvoir. Quant à Alexei, il vieillissait en silence. Ses cheveux s'étaient éclaircis, ses gestes ralentis. Mais il était apaisé. Chaque semaine, il recevait des lettres de jeunes enfants signés élèves de l'Institut Koslova, accompagnés de croquis, de théorèmes, de poèmes maladroits. Il en conservait chaque mot comme un trésor. Le jour où Zlata reçut la médaille d'honneur de l'université de Novosibirsk, il était dans la salle. Il ne voulait pas être au premier rang. Il resta au fond, entre deux étudiants, droit malgré la canne. Lorsqu'un journaliste s'approcha et lui demanda s'il regrettait d'avoir tout misé sur une enfant blessée et silencieuse, il répondit calmement. « On m'a traité de fou. Mais un jour, quand l'humanité sera prête à écouter le silence des invisibles, elle comprendra pourquoi j'ai adopté Lata. Et ce jour-là, je mourrai l'esprit tranquille. » Il sourit doucement, puis détourna les yeux vers la scène. Là, Lata parlait. Peu, comme toujours. Mais avec cette intensité rare qui rendait chaque syllabe sacrée. Des années plus tard, à l'entrée de l'ancien orphelinat où elle avait été recueillie, une plaque de bronze fut installée, fixée dans la pierre. Elle portait une inscription simple, mais bouleversante. Ici vécut une enfant que le monde jugea insignifiante, mais qui transforma le destin de millions. Zlata Koslova, génie, fille, lumière. Et chaque année, à la date de son anniversaire, des centaines d'enfants venus du monde entier y déposent une feuille blanche, symbole de ce que l'on peut écrire quand on vous donne enfin le droit d'exister.